Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à Marcher dans la conscience reçoit. Aujourd'hui, mon invité, comme à chaque année, je la reçois, Maria Dolores Sanchez. Bonjour Maria. Bonjour Nancy. Donc, ça fait quatre ans, Maria, que je vous reçois à toutes les années parce que C'est vous vrai. êtes une spécialiste de la psychogénéalogie et moi, je suis passionnée par ce thème et vraiment, je me dis, faut partager la bonne nouvelle que on peut se sortir de soit des maladies, des comportements, des choses difficiles qui sont en lien avec notre généalogie. Donc, Maria, elle est spécialiste là-dedans. Puis, encore aujourd'hui, elle va nous donner de bels exemples. Aujourd'hui, notre thème, ça va être les enfants. Fait que ça va tourner autour de ça, les enfants. Alors, Maria, on rappelle que vous habitez dans le sud de la France, Oui, près de l'Espagne et près de l'Italie. exactement. Oui, alors on salue tous les gens de l'Europe. Nous ici, on est au Québec, mais vraiment une salutation spéciale à vous tous. Puis, vous êtes allés en Afrique aussi l'été passé. Oui, et j'y retourne chaque année parce qu'il y a Oui, aussi du travail à faire là-bas grâce à la psychogénéalogie. oui, oui. La dernière fois, on en avait parlé avec Maria de l'Afrique, entre autres. Fait que Mm. eux aussi sont vraiment intéressés par tout ce qui touche la psychogénéalogie. Puis, ils ont été grandement affectés aussi dans leur pays. Fait que Bien sûr. vous allez les conscientiser, leur donner des conférences, même des formations, je pense. Je donne déjà des conférences sur leur mémoire parce qu'ils ont un passé sur l'esclavage qui a duré dans les 300 ans et qui pèse lourd dans leur gènes. Je veux dire vraiment au niveau sanguin. Et contre ça, il faut absolument travailler en psychogénéalogie pour alléger, de manière à alléger le présent et se construire un meilleur futur. Donc il y a les conférences, il y a des stages aussi que je propose, et puis il y a pas mal d'émissions télévisées qui se déroulent dans l'émission Au cœur du mystère, Oui, euh, oui. qui est dans la chaîne Euh, publique du Bénin. Sur votre site, on peut voir, je pense, ces entrevues-là que vous avez accordées. Oui, Oui, c'est oui. intéressant. Puis justement, pourriez-vous nous parler un petit peu, je le sais qu'on le fait à toutes les rencontres que je fais avec Maria, mais c'est vraiment important de le savoir, que vous venez de parler justement, là, que toutes ces mémoires-là circulent dans leur sang. C'est en lien avec l'épigénétique, hein, c'est même prouvé scientifiquement. Pouvez-vous nous en parler un petit peu de cette science-là, l'épigénétique? L'épigénétique, oui, il y a environ 30-35 ans, je ne sais plus précisément le début de cette discipline, où il y avait des recherches qui étaient faites sur l'ADN. Et avant cette époque-là, on était persuadé que l'ADN était fixe. C'est-à-dire on naissait avec une ADN et cette ADN, ben, elle était la même au moment de la mort. Et puis en fait, avec toutes les études qui ont été menées en recherche fondamentale, ils se sont aperçus que non, que l'ADN, elle pouvait bouger dans la vie d'une personne et qu'il fallait le mettre en relation avec l'ARN messager dont on a tellement parlé malheureusement ces dernières années. Et quel était le lien entre les deux? Eh bien, c'est que tous les événements que nous vivons, les bons comme les mauvais, tous les événements arrivent et sont traités par l'ARN messager. Et on l'appelle messager parce que lui, il va dire, ça c'est important ou ça n'est pas important. Oui. Et comme un messager, il va le transmettre à l'ADN lorsqu'il estime que c'est un renseignement important à fournir à l'ADN. Et qui, elle, ensuite, cet ADN, si la personne est en âge de se reproduire, va communiquer ces renseignements-là au bébé qui va naître. Donc Ah, lui, il sera déjà porteur de tous ces renseignements. C'est pour ça, c'est très grave de mettre certains produits ou autres dans un ARN messager parce que ça va influencer sur l'ADN de la personne et ensuite sur la généalogie à venir, sur la descendance. Et c'est quelque chose qui, sur la descendance, ne se modifiera pas parce que c'est chimique. Mais bon, ça, c'est un autre débat. oui. En tout cas, l'épigénétique, elle explique que notre ADN va se modifier parce que tous les gènes qui auront précédé entre l'ARN messager et l'ADN, qui auront précédé, eux se seront modifiés et auront réagi. C'est le terme que l'on emploie en épigénétique. Les OK. gènes auront réagi par rapport
au choc traumatique ou au choc bénéfique qu'aura vécu la personne. Et ça se transmet à l'ADN. Et ça a été une révolution lorsque l'épigénétique a communiqué là-dessus, une révolution pour la science, évidemment à l'époque. Et aujourd'hui, on continue d'ailleurs à travailler là-dessus, puisqu'on s'aperçoit que pour l'instant, l'Université de l'Homme à Genève, en Suisse, a déterminé que sur 3 générations, il y a le même problème qui se répercute. Donc, si la génération numéro 1 a eu un trauma, la numéro 2 et la numéro 3 vont recevoir ce trauma sans l'avoir vécu. Mais c'est l'expression des gènes qui va faire ça, va faire en sorte que la personne revive ses traumas alors qu'elle ne les a pas vécus, elle les a juste reçus d'un aïeul. Donc voilà, Oui, ce qui est puis, le fondement même de la dans le généalogie. fond, l'information est dans notre cerveau, qu'on le veuille Et ou oui, pas, hein, sur 3 générations, vous dites, hein? Fait que, il y a des moyens, on va en regarder tout à l'heure, là, de libérer ça, hein. Il y a tout ce que vous faites, vous, vraiment, là, tu sais, regarder toute notre généalogie, qu'est-ce qui s'est passé. Puis quand on le sait, ben là, on peut soit consulter Maria Dolores ou faire des actes symboliques, on va en parler tantôt, pour justement, là, pour qu'on en vienne à se libérer. Fait que c'est une science vraiment, c'est très pertinent de le savoir qu'on peut se libérer. Alors aujourd'hui, on va parler des enfants. On a quelques thèmes là, qu'on va regarder. Maria elle va avoir des exemples à nous donner. On va faire quelques thèmes, puis on vous annonce tout de suite qu'il va y avoir une deuxième partie à cette vidéo-là. Fait que, au mois de mai, on va se rencontrer de nouveau parce qu'il y a tellement de choses à dire puis on veut prendre le temps de vous les partager parce que c'est sûr qu'en entendant des exemples, ça peut nous rappeler des choses que nous, on a vécues ou des gens dans notre famille, hein, qui ont des problèmes. Par exemple, on va commencer par la perte d'un enfant. mhm, Quelqu'un qui perd un enfant. Fait que, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est que Maria va nous donner des exemples de qu'est-ce qui a pu se passer dans la généalogie qui fait qu'aujourd'hui, la personne, dans son cerveau, elle a le traumatisme ou la mémoire, hein, de cet aïeul-là qui a vécu quelque chose en lien avec la perte d'un enfant. Est-ce que je m'explique bien? Ça ressemble-tu à ça? oui, oui, tout à fait, Nancy, oui. OK. Alors, il est vrai que la perte d'un enfant, c'est quand même un événement très douloureux pour la mère, pour le couple, pour la famille, lorsque vraiment l'enfant est attendu, bien évidemment, hein. Et cette perte, elle peut avoir lieu évidemment dans le ventre, si c'est une fausse couche. Donc là, c'est une perte non voulue. Si c'est un IVG, un avortement, en fait, donc là, c'est bon, voulu si on veut, mais en tout cas, c'est la décision de la mère ou du couple de ne pas faire naître cet enfant. Et puis, il peut y avoir l'enfant mort-né, évidemment, donc qui meurt au moment de la naissance, excusez-moi, comme il peut y avoir l'enfant, le jeune enfant, qui a 3 4 5 ans et qui va mourir d'un accident ou d'une maladie. Donc, dans tous les cas de figure, cette perte-là est une douleur profonde pour la mère. Alors moi, je voudrais plutôt apporter des réponses qui sont autres que la psychogénéalogie, parce que ça fait plus de 35 ans que je travaille en psychogénéalogie, et vraiment, aussi bien dans les enseignements que j'avais reçus que dans ma pratique, je n'ai pas encore trouvé de lien en psychogénéalogie par rapport à des pertes d'enfants, si ce n'est la répétition. Évidemment, si l'enfant il est né et puis que quelque temps après il meurt, on peut trouver dans l'arbre des enfants qui sont nés et qui sont morts au berceau, quoi, quelque temps après nourrissons. Mais mis à part ça, moi j'étais un peu insatisfaite et je me disais, il y a forcément une autre réponse, mais qui Euh, couvrirait cet ensemble-là. Et cette réponse, je l'ai trouvée ailleurs, en ésotérisme, parce que, en dehors du fait que je suis psychogénéalogiste, je suis aussi médium. Et donc, j'ai demandé à mes guides voir s'il y avait une autre explication que celle que fournissait la psychogénéalogie. Et là, ils m'ont beaucoup étonnée parce qu'ils m'ont donné une explication qui va sembler étrange, mais qui en même temps est tout à fait plausible. C'est-à-dire que je fais une parenthèse en ésotérisme parce que c'est la réponse à la question.
Une âme, avant de s'incarner, elle va décider de sa date de naissance, sa date de mort, mais aussi des principaux événements qu'elle va vivre dans sa vie et qui peuvent être des épreuves, puisque ce sont les épreuves qui nous font avancer dans la vie. Oui, Et puis, il y en a qui ont un petit peu tardé à évoluer dans des vies précédentes et qui se disent dans cette vie-ci, voilà, je vais me charger, que j'en ai marre, je veux évoluer, donc je vais rattraper le temps perdu. Et ils se mettent beaucoup d'épreuves par rapport à d'autres âmes qui se mettront un nombre d'épreuves normales. Et donc, ils vont s'incarner, mais le problème, c'est que quand on s'incarne, on oublie cette oui, information. c'est Voilà. ça. Et Mm. on vit ce qu'on a à vivre. Oui, Et il va y avoir des personnes, des âmes qui se sont incarnées, qui arrivées à, je sais pas moi, 40, 50 ans, n'en peuvent plus de ces vies pleines d'épreuves et décident de se suicider et vont se suicider. Voilà. Bon, contrairement à ce que disent la plupart des religions, quand on arrive à l'autre côté, quand l'âme retrouve sa famille d'âmes, elle n'est pas du tout punie parce que, elle a décidé de se suicider. Au contraire, on lui explique. C'est comme si elle allait à l'école. On oui, lui explique ce qu'elle a évité comme épreuve et qui va se représenter dans la vie d'après, parce que de toute façon, on se réincarne et tout ça. Et on va lui dire, si elle s'est suicidée, je ne sais pas moi, à l'âge de 60 ans, 70 ans, on va lui dire, tu te rends compte qu'il ne te restait plus que 3 mois à faire, par exemple. Si tu avais terminé, si tu avais tenu le temps et puis que tu mourais 3 mois après, tu étais complètement libéré de toutes ces épreuves et dans ta vie d'après, tu t'incarnais beaucoup plus légèrement. Mais non, mais tu avais fait un contrat avec toi-même. Donc ces 3 mois-là, il faut les apurer. Tu peux pas t'incarner comme ça et te dire, allez, on n'oublie pas. Donc tu vas t'incarner juste pour 3 mois, histoire de finaliser ce contrat. Mais 3 mois, c'est rien, c'est pas une naissance, c'est 3 mois dans un ventre, si vous voulez. C'est dans les 9 mois de grossesse, c'est les 3 premiers mois. Et donc, ils vont lui dire, il faut aussi que tu décides un petit peu, c'est la peine, on va dire, associée à l'épuration du contrat. Il faut que tu choisisses une femme qui va avoir une décision importante à prendre dans sa vie, parce qu'elle est un peu timide, un peu timorée, ou voilà, ou manque de courage. Et il faudra qu'elle prenne la décision d'avorter. Voilà. Et parce qu'elle sentira que c'est pas viable, ou alors l'environnement est mauvais, elle se fait battre par son mari, ou j'en sais rien. Il faudra qu'elle prenne la décision d'avorter. En prenant la décision d'avorter, comme c'est une décision qui est lourde, hein, et qui est importante, elle est grave, pour elle, elle va avorter et elle va grandir en tant que citoyenne, en tant que femme et en tant qu'adulte, et elle va se sentir beaucoup plus, on va dire, aguerrie dans sa vie. Donc, il faudra le faire. Alors, bon, l'âme, d'accord, elle choisit la femme en question et puis elle s'incarne dans son ventre. Elle sait qu'elle en a que pour 3 mois de toute façon. Et puis, cette femme qui porte ce bébé dans le ventre, effectivement, va avoir des ennuis majeurs dans sa vie, va se dire, je ne peux pas garder cet enfant. Il faut que j'avorte. Et soit de manière cachée, c'est-à-dire que l'époux machin, ou la famille ne le sauront pas, soit de manière ouverte et elle se fera aider. Euh, donc, elle va décider d'avorter tout en ayant ses hésitations. Et puis, arrivé au jour de l'avortement, deux hypothèses. C'est-à-dire qu'elle va jusqu'au bout, elle va avorter, et là, elle se sentira vraiment soulagée, le sentiment d'avoir grandi. Soit, au dernier moment, elle décide de ne pas avorter, parce que c'est contraire aux règles, c'est contraire, bon, ou elle se fait influencer par d'autres. En tout cas, elle décide de ne pas avorter. Mais l'âme qui était dans le ventre, elle se dit comment? Ben attends, moi, j'en avais que pour 3 mois à faire, hein. Donc, je ne fais pas plus. Et à ce moment-là, c'est la fausse couche parce que c'est l'âme qui s'en va. Voilà. OK. Et Donc, c'est toujours notre âme qui a comme le dernier mot. On peut-tu dire ça ou? le dernier mot, oui, oui. Mais le même phénomène se produit si l'enfant est mort-né, parce que là, il n'y avait que 9 mois à faire, c'était pas 3, mais ou un jeune de 20 ans qui se tue en moto dans la rue. Même chose. 20 ans, c'est encore terrible parce que pour la famille, ce jeune était porteur des ambitions familiales, ou même lui, il avait une vie à vivre, mais Oui, pas pour l'âme du jeune. S'il lui restait 20 ans à faire, ben, il les a fait ces 20 ans. oui, c'est ça. C'est triste, mais le nombre de fois où j'ai canalisé pour des parents endeuillés, hein, endeuillés par un enfant qui était mort d'un accident de la route ou autre, un jeune adulte,
Le Oui, nombre de fois que j'ai canalisé ce jeune adulte et qui m'a dit la même histoire. Et oui, dans ma vie d'avant, je m'étais suicidée, il me restait 20 ans à faire, enfin voilà quoi. Donc, c'est désastreux pour la famille. Mais une fois oui, qu'ils entendent cette version-là, ils comprennent. oui, Disons que ça apaise, hein. Ça fait pas revenir l'enfant, mais ça apaise oui, c'est le sûr. cœur. Ça l'apaise. La souffrance, elle reste là, mais c'est bien justement que la souffrance soit apaisée. Oui, Donc, la perte d'un enfant, hein, il peut avoir plein de raisons à partir de l'âme, si je comprends bien. oui, Hein, c'est l'âme qui. Puis vous, vous dites, vous êtes médium, on l'avait dit dans d'autres, les autres vidéos aussi, hein, c'est dans le fond la journée de votre mariage, oui. votre conjoint est décédé. Oui, oui, il avait signé les actes de mariage et il est mort en posant le stylo. Oui. Fait Donc qu'on l'a vraiment, déjà raconté. Pardon? c'est pour ça que je dis vraiment, ça a été une déflagration d'être veuve et mariée en même temps. Voilà. Vous C'est l'aviez déjà raconté dans une autre vidéo, mais quand même, c'est pour ça, dans le fond, que vous êtes. Et là, c'était ouvert votre don de médiumnité. C'est ça, de médium. Oui, véritablement. Bon, disons que la médiumnité, c'est quelque chose acquis aussi dans ma famille, hein. Il y en a beaucoup, hein. Donc, j'ai dû hériter du terrain, on va Oui, dire, de la oui, possibilité, parce que j'ai toujours eu une très bonne intuition dans ma vie, avec des petites voix, mais je me disais, c'est ma voix à moi. oui, Mais là, par contre, avec cette déflagration que j'ai eue, c'est un peu comme si tous mes chakras avaient explosé et permettant au barrage mental de ne plus oui, me dire c'est moi qui parle, c'est quelqu'un d'autre. oui, c'est Voilà. ça. Et Puis, là, juste j'ai... pour rappeler, dans le fond, j'ai rencontré Maria à quatre autres reprises. Puis, toutes les vidéos sont sur la chaîne là, que vous regardez présentement. Marcher dans la conscience reçoit. Donc, vous pouvez aller les écouter sans problème. Il y en a quatre autres. Donc, on va continuer avec les enfants qui sont malades. Est-ce que ça peut avoir un lien avec notre généalogie? Je pense que vous avez des exemples à nous raconter. Bah, j'ai un exemple, oui, qui a été vraiment très fortement vécu parce que c'était une amie à moi, une femme qui avait 5 ans, je crois, et qui m'avait contactée. Elle était en Espagne, hein. Elle m'avait contactée en disant qu'elle avait une maladie de l'asthme, un asthme, mais vraiment chronique, et qui fait que jusqu'à présent, bon an, mal an, elle était soignée, donc ça passait. Puis elle avait un petit garçon de 10 ans. Et elle me disait, là, j'ai vraiment le sentiment que ça va pas le faire. Donc, Mm, je voudrais, même si moi, je n'arrive pas à m'en sortir, mais je voudrais, c'est soulager mon enfant, mm, mon fils, de cette maladie, de ce gène, parce que je voudrais pas qu'il en meure. Voilà. mm, Et donc, effectivement, j'avais fait une recherche et je lui avais donné des actes symboliques à faire, parce que dans les histoires que j'avais trouvées dans ces deux branches, père et mère, j'avais trouvé des histoires d'enfants qui étaient morts en travaillant dans les mines. Parce qu'il faut savoir que 2 siècles avant, dans la région où vivait mon ami, il y avait des mines. Et sa famille n'a jamais déménagé, ils sont toujours restés au même endroit. Il y avait des mines où ils extrayaient des pierres précieuses, des choses comme ça, mais surtout du cuivre. Et ce cuivre, on le sait maintenant, mais avait pollué absolument toute la région, qui est devenue complètement stérile, elle est morte, cette région. L'eau est rouge, d'ailleurs, rougie par le cuivre. C'est pour ça on l'appelle le fleuve rouge, Rio Tinto en espagnol, qui veut dire OK. fleuve rouge. Voilà. Ouais. Et comment? Non, j'ai dit OK. D'accord, Ouais. ouais. Et vraiment, les montagnes, elles sont pelées, elles sont rouges. En fait, c'est vraiment tout est mort. Maintenant, ils l'ont transformé en musée pour faire connaître ce qu'il ne faut pas faire, Oui. justement en matière de protection de l'environnement. Or, elle avait des aïeux qui avaient 2 ans quand ils commençaient à travailler dans ces mines. 2 ans, mais comme tous les enfants de la région, hein, c'était pas que elle. Et comme ils avaient 2 ans, ils étaient petits, ils pouvaient vraiment rentrer dans des petits boyaux de la mine que ne pouvaient pas faire les hommes adultes. Et ils ramassaient comme ça les extraits. Bah, forcément, au passage, eux-mêmes, ils se sont pollués. Ils ont respiré cet air soufré aussi. Et par les mains, ils ont été pollués par le cuivre qu'ils prenaient. Et pendant quelques années, donc c'est des enfants qui atteignaient rarement les 10-15 ans. Au bout d'un moment, ils mouraient, ils étaient jeunes. Quelques rares arrivaient à 20 ans, le temps de se reproduire justement et de mourir.
Donc, c'est ce qui est arrivé pour elle. Donc, c'était vraiment des aïeux qui s'étaient reproduits très jeunes et qui étaient morts. Et ça Oui, a duré comme ça. Cette mine, oui, elle a extrait. Elle était sous la gouvernance britannique et je crois que ça a duré 200 ans. Parce que ça s'est arrêté il y a pas longtemps, hein. Elle s'est arrêtée dans les années 60-70, il me semble. Donc, c'est quand même récent. La pollution, elle est là, elle est à vie maintenant, hein, pour la planète dans cet endroit-là. Et donc, ça voulait dire que pour la descendance de ces enfants qui mouraient, mais qui mouraient jeunes adultes, ils allaient transmettre dans la fameuse ADN via l'ARN messager, ils allaient transmettre la maladie de l'asthme et de tous les problèmes cardiovasculaires et pulmonaires également. Arrivée à ma patiente, elle est née comme ça. Elle est née déjà en toussant, en ayant des poumons qui étaient mal formés ou qui étaient endommagés. Et en grandissant, bon, elle a bénéficié de certains soins, mais qui n'ont fait que la soulager. Ils n'ont jamais pu la guérir. Et voilà, donc je lui avais donné des actes symboliques à faire qui étaient simples, hein. C'était des lettres, des prières, bon, un certain nombre de choses, et qu'elle avait fait, et ça lui avait fait beaucoup de bien en matière de soulagement. oui, C'est-à-dire qu'elle respirait mieux, et puis elle se sentait beaucoup mieux à l'intérieur d'elle-même. Et puis, on a fait le dernier entretien. Au moins, je voyais que quand même, elle était mal, quoi. Elle avait, vous savez, les tubes d'oxygène là qu'on a dans le nez quand on est opéré. oui, oui, Elle était sur une chaise médicalisée, chose qu'il n'y avait pas 5 mois avant environ, où là, elle pouvait bouger. Et je la voyais, je disais, mais enfin, Rachel, tu vas comment? Parce que moi, je te vois pas bien, quoi. Elle me disait, je me sens pas bien, mais je vois mon fils, il va très bien, il respire très bien, et pour moi, c'est l'essentiel. Et bon, on avait fini l'entretien, et 2 heures après, on m'a appelé pour me dire qu'elle était morte. Donc là, ça m'a fait un choc parce que je me suis dit, ça a été violent pour moi. oui, Il a fallu que je me fasse suivre en thérapie d'ailleurs parce que je ne savais plus si c'était la thérapeute en moi ou si c'était l'ami oui, qui pleurait ou les deux en même temps. Mais c'était terrible et je me disais, je sais que l'enfant, il est sauvé. L'enfant et sa descendance à venir. oui. Mais mon ami, j'ai pas pu la sauver, quoi. Mais Je dans le l'ai- fond, qu'est-ce qui a fait que votre amie Rachel, dans le fond, ça l'a comme empiré, sa situation empirait? Oui, parce qu'elle avait beaucoup attendu avant de m'appeler. OK, Moi, j'étais pas au courant de sa maladie parce que vraiment, on s'appelait que de temps en temps, mais elle me faisait pas part de ses problèmes de euh, maladie. Et là, quand elle m'a appelé, c'était déjà un peu trop tard au niveau biologique. OK, Voilà. Donc, d'accord. j'ai pas pu sortir de là. Les poumons étaient complètement nécrosés. Donc, je veux Oui, dire, je peux pas faire de miracle non oui, plus. oui. Ils étaient Oui. nécrosés, le cœur était très fatigué, et il n'en pouvait plus de tous les traitements médicaux, et etc. Enfin bon, Mais son elle petit garçon de 10 ans, lui, il s'est mis à aller mieux suite au traitement au traitement, aux rencontres que vous aviez faites avec sa mère. C'est bien ça? parce que sa mère, elle m'avait dit au début, moi je lui avais demandé, mais ton fils, il va comment? Elle m'avait dit, bah écoute, j'entends la respiration siffler. Oui, Comme quelqu'un qui est asthmatique, on dirait qu'il a la gorge qui siffle. oui, Et elle me dit, j'entends cette respiration-là. De temps en temps, il tousse et ça m'inquiète. Et ça avait disparu au moment du dernier entretien où elle est OK. morte 2 heures après, et où elle m'avait dit, ah mon fils, il est en pleine forme, il fait du sport, Oui, on dirait qu'il fait tout ce que moi je ne peux plus faire. oui, Voilà. Il était en pleine forme, il respirait bien, enfin tout allait bien, quoi. Bon, bah, je sais que lui, au moins, son histoire se sera terminée avec Rachel, quoi. Mais oui, c'est l'histoire ça. de lignée Oui. de 200-250 ans, quoi. Donc, je suis sûre qu'à la maison, ça peut vous réveiller des histoires parce que il y a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes asthmatiques, des poumons, la gorge. Donc, c'est important de savoir que ça se peut, ben, plus que ça se peut, c'est en lien avec notre histoire, peu importe. Ça peut être la nôtre en tant que parents, ça peut être nos descendants. Bien Puis, sûr. D'ailleurs, excusez-moi de vous interrompre, oui, allez-y. parce que ça m'y fait penser. Anne-Ancelin Schutzenberger, elle a souvent écrit là-dessus dans des articles de journaux ou ses livres, que, bon, elle reliait ça aux mémoires oui, à mes ailleurs. Je ne sais pas si elle l'avait écrit là, mais en tout Euh, cas, je l'ai lu dans d'autres livres, où elle avait dit que c'était l'histoire des hommes qui avaient fait la guerre de 1914-1918, donc qui est la Première Guerre mondiale,
et qui étaient morts gazés dans les tranchées. Parce que le gaz moutarde avait tué des millions d'hommes hein, dans ce cas-là. Et forcément, dans la généalogie descendante, on va se trouver avec des personnes qui vont souffrir d'asthme alors qu'elles sont dans un environnement qui est sain et qui est normal. Et elle le mettait en lien avec ces hommes morts dans les tranchées. Mais c'est parce qu'Anna Schlein-Schutz-Admerger n'avait pas cette faculté de médiumnique, si Oui, vous voulez. Donc elle s'arrêtait à l'histoire avec un grand H. Hein. Elle s'arrêtait avec l'histoire qui disait que 50 ans avant, c'était souvent son critère, elle, 50 ans ou 100 ans, où elle disait, mais il faut aller chercher ce qui s'est passé il y a 50 ans ou il y a 100 ans maximum. oui, Parce que c'est vérifiable, il y a des communiqués, il y a des livres, il y a oui, des journaux, oui, voilà. Et on peut savoir ce qui s'est passé. Mais oui. moi, avec ma médiumnité, je remonte à beaucoup plus loin. Oui. Donc, je vous montre ce livre-là. Il y en a plusieurs autres, là. Il y en a plein de bons livres sur la psychogénéalogie, mais Ancelin Schonzerberger, elle, c'est une des pionnières. Hein. Aujourd'hui, elle est décédée. Hein. Je pense qu'elle est décédée, elle avait 100 ans. Fait qu'elle elle a beaucoup d'histoires. Euh, Celle puis je... Pardon? C'est celle qui a fait connaître la Oui, psychogénéalogie, c'est la ça. première. Après, une autre que je trouve excellente aussi au niveau de ses livres, et vous pouvez les lire tous, c'est zut, Paola del Castillo, excusez-moi. OK, Paola del Castillo, qui est d'origine espagnole, mais qui est française, hein, et OK, qui a même écrit un dictionnaire qui est excellent, un dictionnaire sur la psychogénéalogie. Et vous OK. avez des traumas familiaux par ordre alphabétique, donc c'est très facile pour travailler avec. OK. D'accord. Puis, je reviens aux actes symboliques, parce que là, vous avez nommé ça rapidement, mais je pense à ceux à la maison qui se disent, ben oui, mon enfant a telle chose, ou vous allez voir, on va vous donner d'autres exemples après. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Dans le fond, un acte symbolique, c'est facile à faire, ça coûte rien, on peut faire ça chez nous à la maison, puis on peut le faire avec nos enfants. Pouvez-vous nous renseigner un petit peu là-dessus? C'est quoi un acte symbolique? Alors, quand vous dites que c'est facile à faire, moi, de la manière dont je les donne, je les prépare et tout, donc c'est facile à faire pour le patient. Mais il y a des thérapeutes, j'ai su, je le sais par des patients qui sont venus me voir, hein, qui étaient encore plus détruits qu'avant, qui ont vraiment demandé des choses épouvantables à faire. Donc, attention. Les actes symboliques, c'est-à-dire qu'on va prendre des symboles, comme leur nom l'indique. On va prendre des symboles pour se mettre à la place d'un aïeul qui a eu son traumatisme. Cet aïeul, il est mort et enterré depuis longtemps, donc on ne peut pas lui demander de faire des choses. Donc c'est Oui, le descendant qui, encore une fois, porte sa mémoire dans son ADN, qui va travailler avec cette histoire-là, mais avec des choses qu'on va lui donner à faire et qui vont réveiller la mémoire dans son ADN et la modifier. On travaille avec l'épigénétique aussi, hein, oui, puisque en faisant des choses qui vont soulager ou guérir la mémoire en question, ça veut dire que l'ADN va se transformer elle-même et générer des nouveautés. Et alors le miracle, c'est que ça agit aussi sur les descendants, sur d'autres personnes de la famille qui sont oui, porteuses du même problème, mais qui ne sont pas obligées de savoir que vous avez fait ces actes-là, quoi. Et ça agit quand même de manière positive. Donc un acte symbolique, par exemple, je ne sais pas, on a un arrière-grand-père qui s'était fâché avec son fils, donc qui est le grand-père du patient, et cet arrière-grand-père va le déshériter, lui dire, voilà, une petite fortune, eh bien, elle ira à tes frères et sœurs, mais pas à toi parce que tu n'es pas gentil, bon, etc. Bon, en tout cas, il met dehors son fils et il le déshérite. Donc ce fils verra avec cruauté aussi hein, ses frères et sœurs hériter de la fortune du père, mais lui n'aura droit à rien. Et c'est une douleur qu'il ne pourra partager avec personne et qui va lui rester un peu coincée en travers de la gorge parce que lui ne bénéficiera pas des largesses de ses frères et sœurs. Il va être obligé de travailler, il aura une vie plutôt laborieuse, difficile, et il va transmettre ce trauma, cette douleur, à son fils, oui, donc ça va être le père du patient, si vous voulez, qui lui aussi va avoir des difficultés d'argent, des difficultés de reconnaissance, des problématiques dans sa vie, et qu'il va léguer au patient d'aujourd'hui, qui lui se retrouve avec ce passif en se disant, mais qu'est-ce que je peux faire, moi?
J'y peux oui, rien. Pourquoi je vais avoir des problèmes d'argent, de reconnaissance, je ne peux pas accéder à certaines portes alors que j'ai rien fait. oui, c'est ça. Oui, Ce que dit aussi la psychogénéalogie, c'est que c'est des situations injustes aujourd'hui, oui, mais il faut remonter au passé familial pour arriver à retrouver cet aïeul et régler le problème. Donc, ce qu'on lui donne à faire, en tout cas moi c'est ce que je fais, c'est que je lui fais rédiger un testament. Donc, c'est un faux testament. Il peut d'ailleurs s'inspirer des textes de testament qui existent, des modèles sur Internet. Il peut s'en inspirer et il se met à la place de l'arrière-grand-père. OK. Voilà, l'arrière-grand-père qui avait déshérité son fils et qui va faire un testament qui va annuler le premier. Et donc, en disant avec une lettre, il va l'écrire à son fils, celui qui avait été fichu à la porte. Il va lui écrire en disant, écoute, j'arrive à la fin de ma vie, je m'aperçois que j'ai mal fait, je regrette. Tu as le droit autant que tes frères et sœurs à ta part de fortune. Voilà. Donc, je modifie mon testament, ça c'est important au niveau des mots. Je modifie mon testament et seul celui-ci est légal et il est bon. Je le fais devant le notaire un tel et en pleine possession de mes moyens mentaux, physiques. Enfin, il y a des termes pour ça, hein, à indiquer. Et il va l'indiquer, voilà ce que je te lègue. Et donc, il l'indique pour les autres frères et sœurs, et il l'indique pour celui-ci en particulier. Je te Oui, lègue, je ne sais pas moi, la villa à tel endroit, le mobilier qui va avec, une certaine somme d'argent qui est à la banque et que tu trouveras. En fait, bon, il indique tout ça jusqu'à la petite cuillère en argent. Il faut que ce soit précis. oui, Et, euh, et puis il finira en disant, encore une fois, je te demande de m'excuser, mais voilà, j'étais emporté par ma colère, c'était idiot. Bref, et je t'aime autant que tes frères et sœurs. Ce qu'il oui, faut aussi, la partie argent, c'est quelque chose, mais il faut aussi qu'il y ait la partie reconnaissance et la partie d'amour, de dire tu fais partie de la famille. Je t'ai mis dehors, c'était injuste. Donc tout ça, il faut le marquer dans le faux vrai testament ou vrai faux testament. Je sais pas. Et la personne devra l'écrire à la main, hein, pas au clavier. C'est important aussi pour le relier au mécanisme du cerveau, puisque tout oui, est ici. Et à partir de là, il va faire partir le document, il l'envoie par la poste, hein. Mais sur l'enveloppe, il faut qu'il indique, il n'y aura pas de double en plus, hein. Il faudra qu'il indique, alors, est-ce que je le fais envoyer? Non, je le fais s'envoyer à lui-même. oui, Donc, il va mettre ses coordonnées sur l'enveloppe, oui, hein. Et il va recevoir, il va le poster, et il va recevoir ça 4 jours après, à peu près, hein, le temps de faire l'aller-retour à la poste. Et une fois qu'il le reçoit, il va le lire. Donc la lettre d'accompagnement ainsi que le faux vrai testament. Et il va le lire à haute voix pour s'en imprégner. C'est important et de manière très solennelle. Et c'est vraiment à ce moment-là que les choses vont se défaire au niveau biologique. Les cellules vont commencer à bouger, les gènes vont se modifier et se dire, mais il y a un autre testament, on n'était pas au courant, donc il va changer. Et ça change la donne véritablement. c'est vraiment, Ap- c'est Après, génial. Oups. Oui, continue. après, suivant les cas de figure, hein, parce qu'il y a des cas de figure plus lourds que d'autres, ah oui, oui, c'est en relation avec le cœur, le C'est vraiment cerveau le qui cerveau. apporte. Oui, ça paraît, tu sais, on se dit Lulette, les gens sont décédés, mais c'est vrai ce que vous dites. Euh, de, de refaire l'histoire, hein, puis de mettre de la justice, c'est ça là, qui se passe pour pour cet exemple-là. Puis ça va, comme vous dites là, dans notre cerveau, puis ça fait du bien à notre cœur. Fait que c'est un bel exemple. Puis une lettre, dans le fond, on peut l'adapter à plusieurs situations. Une- Oui, bien sûr, des lettres, j'en rédige tous les jours pour mes patients qui sont loin, hein, bien sûr, hein. Ceux que je reçois ici, je les mets sous hypnose. Mais ceux qui sont loin dans le monde, c'est 80% de ma patientèle quand même. Oui, C'est moi qui prépare les lettres, mais c'est à eux quand même de les écrire. Mais il n'y a pas oui, que ça serait trop simple. C'est-à-dire qu'après, je leur fais souvent, je leur rédige une prière à faire dans le lieu de leur culte, hein, c'est suivant leur religion. Ils ont à lire cette prière parce qu'il y a aussi un pardon à faire. oui. Parce que le patient d'aujourd'hui qui a eu mal dans sa vie, à cause de quelqu'un dans l'arbre qu'il n'a même pas connu, bon, on peut être en droit d'être en colère. Oui, Mais ça n'est pas juste dans ce cas de figure, puisque ça veut dire que l'aïeul, il a changé le testament, il l'a modifié pour que la descendance en bénéficie.
Donc on peut lui dire aussi merci d'avoir eu cet acte de courage et d'honnêteté. Et ça, comme la personne est morte depuis longtemps, il faut aller dans le lieu de culte. Pourquoi pas chez soi? Parce que chez soi, pour le cerveau, lui, il enregistre qu'on a lu une mémoire, une prière, pardon, à haute voix dans le lieu, je sais pas, la chambre ou la salle à manger, peu importe. À chaque fois que la personne va y retourner dans cette pièce, le cerveau il va se dire, tiens, là, il y avait une prière, machin. Or, il faut couper. Une fois qu'on a dit la prière, il faut couper avec l'histoire. Donc, vaut mieux aller dans le lieu de culte ou alors en pleine campagne, hein, si on est athée, c'est possible aussi. Et cette prière, il faut vraiment l'indiquer en donnant plein d'amour, en disant, voilà, je voudrais que Dieu, enfin bon, le nom de la divinité que l'on honore, tu mettes en paix l'âme de mon aïeul parce qu'il a beaucoup souffert, il a eu de la colère, gna gna, et puis toute la descendance en a souffert. Vraiment que tu mettes en paix toute la famille et moi-même, inclus moi-même, mes enfants et à venir, descendance à venir. Donc donner de la paix, donner de l'amour. Et à partir de là, les choses se mettent en place, Oui, véritablement. c'est un bel exemple. Donc, une prière, écrire, ça peut être aller, je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais aller sur la tombe peut-être de quelqu'un qui est décédé ou... Et on l'a, pourquoi pas, bien sûr. OK. Ça peut servir c'est dans les cas où on a quelqu'un qu'on aimait beaucoup, mais qui est mort à un moment donné où on n'était pas là. Ou alors la personne est morte, mais loin de nous. Et il faut vraiment que le cerveau enregistre le deuil. Parce que vous savez à quoi servent les enterrements, les repas d'honneur, etc. Ça sert au cerveau des vivants Oui, pour dire cette personne-là, elle est morte puisque j'ai vu son cercueil, j'ai vu la cérémonie, j'y ai participé. Voilà. Mais s'il n'y a pas tout ça, le cerveau, il n'a pas compris que l'autre est mort. Donc, il faut aller sur la tombe, si c'est oui, possible, d'aller sur la tombe et de se recueillir. Et à partir de là, oui, le cerveau enregistre parce que sur la tombe, il y a le nom, le prénom de la personne enterrée. Et là, on peut enfin faire le travail de deuil. Le problème, c'est que lorsqu'il y a eu incinération et que les cendres ont été dispersées, bon, ben OK. là, il n'y a que la prière, là. Oui, OK. Donc, oui, c'est des beaux exemples. Maintenant, il resterait, ben, oui, on va faire deux autres exemples. Difficulté des couples à avoir des enfants. Soit l'homme ou la femme sont porteurs d'une histoire. Qu'est-ce qui fait que certains couples ont tant de difficultés à avoir des enfants? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Et surtout des explications parce que c'est toujours pareil, quand on apprend la psychogénéalogie, on apprend des exemples et on croit que c'est des exemples types, c'est toujours les mêmes. Oui, Non. Moi, j'ai souvent eu des couples comme ça qui sont venus parce que disons que la science euh, ont déterminé que les deux étaient correctement équipés, on va dire, d'un point de vue mécanique. oui, L'homme n'était pas stérile, il était féconde, la femme était féconde aussi, mais il n'empêche qu'ils n'ont pas d'enfants. oui, Et dans ce cas-là, la science, elle a tôt fait de dire, c'est nerveux, madame, elle y pense trop, ça devient obsessionnel chez monsieur, c'est pareil, vous y pensez trop, donc ça devient une obsession, ça bloque. Non, ça c'est complètement ridicule, mais il faut bien que les oui. scientifiques disent des choses. Donc moi, ce que j'ai trouvé en psychogénéalogie, la plupart du temps, il y a toujours des cas précis différents, c'est que on a trouvé, lorsque je suivais le mari, on a trouvé chez cet homme, dans les deux branches, hein, des hommes qui ont eu des enfants avec leur femme, mais le dernier enfant, la femme est morte en couche au moment de l'accouchement. Alors, soit l'enfant est né vivant, soit il est né, il est mort pendant l'accouchement parce qu'il ne sortait pas du ventre. Donc, à partir de là, ça fait des veufs éplorés. Parce que il y a eu, la plupart du temps, on pense que les hommes d'autrefois ne s'intéressaient pas aux accouchements, c'était pas leur problème, c'était le problème des femmes. Mais il y en a qui aimaient sincèrement leur femme, Oui. véritablement et qui ne se sont jamais remariés après, alors qu'il y en a beaucoup qui se remariaient pour élever les enfants existants. Et là, non, c'est des hommes qui ont assumé, qui ont élevé leurs enfants, mais avec un chagrin terrible qui les a marqués d'avoir vu leur femme mourir. Et avec ce chagrin-là, c'est la culpabilité. C'est de se dire finalement, on avait déjà trois, quatre enfants, c'était suffisant. C'était pas la peine d'en faire encore un autre. C'est de ma faute. C'est moi qui ai engendré cet enfant-là qui a tué ma femme. Et, Donc, c'est comme si moi, j'avais tué ma femme indirectement. Et cette culpabilité-là,
elle va vraiment être profonde et marquer les autres enfants qui, eux, ont vu mourir leur mère, hein, du fait qu'elle était enceinte et que ça s'est mal passé, et qui vont aussi transmettre leur propre culpabilité, parce qu'ils n'ont rien pu faire, ils n'ont pas pu assister leur mère. Il y a des drames des fois, hein, quand ils sont en race campagne, le médecin, il est à 10 kilomètres, il faut y aller à pied ou en cheval, quoi. Je veux dire, au niveau des urgences, le temps que le médecin il arrive, c'était trop tard. Oui, La femme était morte dans son bain de sang. Donc, tout ça sont des situations terribles qui marquent le jeune veuf et qui va dévaler dans la descendance en disant surtout, ne faites pas d'enfants. oui. N'en faites Euh, pas parce que ça maintiendra la femme vivante. C'est ça. L'information est dans le cerveau, exemple de l'homme, dans l'exemple que vous donnez. Ne fait pas d'enfant parce il y a un danger. Ah oui, il y a un C'est ça danger pour la femme. l'information qui est dans le cerveau. Il y a un danger que votre femme décède. Donc, la solution, c'est de ne pas faire d'enfant. C'est ça? Exactement. Ok. C'est ça la solution biologique Oui, qu'indique le cerveau. Et c'est ce qui fait que pour les scientifiques, monsieur, tout est correct. oui, Il peut se faire aussi que les spermatozoïdes d'aujourd'hui soient un petit peu feignants, comme disent les médecins, et qu'ils ne veulent pas se battre pour arriver à l'ovule. Bah oui, parce qu'en fait, c'est toujours la même information qui oui, dit vous êtes en forme, mais vous battez pas, de toute façon, il n'y aura pas de fécondation. Donc, et effectivement, oui, 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 ça, c'est du côté de l'homme. oui. Effectivement. Puis, Après, du côté de la femme, une femme qui, dans le fond, tout son corps pourrait enfanter, mais ça fonctionne pas. effectivement. Donc là aussi, on peut remonter. Bon, il y a trois mémoires principalement, on va dire. Soit c'est les femmes qui sont mortes en couche, comme là c'est le cas. Oui, Donc on a affaire à un homme où lui, c'est les mémoires du mari qui culpabilise d'avoir rendu sa femme enceinte parce qu'elle en est morte. Et de l'autre, on a aujourd'hui toujours la femme qui, elle, vit les mémoires des femmes qui sont mortes en couche. oui, Et c'est comme si toutes elles se réunissaient en lui disant, surtout ne fais pas d'enfant parce que tu vas mourir. Donc il faut que tu restes en vie. Et pour cela, on va te permettre de ne pas avoir d'enfant, d'être bien avec ton mari, d'en profiter. Voilà. Sauf que ça peut être injuste, évidemment, oui, pour la jeune femme d'aujourd'hui. Donc, il y a ça, les mémoires de femmes qui sont mortes en couche. Il peut y avoir aussi les avortements qui ont eu lieu dans la généalogie, parce que là, les avortements, ça a toujours existé dans l'histoire de l'humanité, mais qui n'étaient pas médicalisés comme aujourd'hui, oui, pas protégés par la science, si vous voulez, oui, par l'acte chirurgical. Donc, ça se passait dans des endroits avec des aiguilles à tricoter, enfin bon, des trucs terribles, et où les femmes, elles mouraient, justement, lors des IVG, lors des avortements. Et évidemment, il peut y avoir dans la descendance en dessous, s'il y a eu plusieurs femmes qui sont mortes des suites d'un avortement, ces mémoires qui disent, ben, pour pas mourir d'un avortement, ne tombe pas enceinte déjà au départ. oui, Et voilà, on te protège parce que sinon, tu vas mourir. Et puis, il peut y avoir aussi une autre mémoire que j'ai trouvée de temps en temps. Ben, c'est la mémoire des enfants quand ils ont été maltraités. oui, Parce qu'il peut y avoir des familles, ça a toujours existé dans des familles d'autrefois, des enfants qui étaient maltraités, soit c'est le petit dernier, soit c'est l'aîné parce qu'il est né des suites d'un viol par le mari. C'était pas toujours la joie quand on était marié autrefois. oui, Ça se faisait de manière obligatoire par les familles, les mariages arrangés. Et le couple se détestait et voilà, il y avait des enfants qui naissaient quand même, mais dans des conditions terribles. oui, Donc, pour la femme, ça voulait dire qu'elle voyait naître ses enfants où elle avait été forcée pour les engendrer. Elle ne peut pas les aimer. Donc, elle les maltraitait, véritablement. Comme il peut y avoir aussi des enfants issus d'une tromperie de madame. Donc, qui a eu oui, un amant, puis voilà, et puis le mari s'en est aperçu. Du moment que l'enfant naît, bon, évidemment, il n'aura pas le même traitement que les autres, oui, qui sont vraiment les enfants du couple. Donc, il y a plusieurs cas de figure comme ça, mais ça veut dire que s'il y a eu plusieurs enfants maltraités dans la généalogie, au bout d'un moment, toutes ces souffrances sont tellement intenses qu'on dit à la femme d'aujourd'hui, enfin, les âmes de ces enfants maltraités disent à la femme d'aujourd'hui, écoute, si avoir des enfants, c'est pour les maltraiter, ça ne sert à rien. Donc, nous, on va bloquer l'arrivée des enfants. Comme ça, il n'y en aura pas d'autres. oui. Notre souffrance s'arrêtera là. Bon, ben voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup, plusieurs cas de figure.
Oui. Ça va me faire Euh, comprendre. Si c'est le cas de vous à la maison qui écoutez cette vidéo, oui, il y a les actes symboliques, mais aussi on peut prendre rendez-vous avec vous, Maria, puis dans le fond, on peut faire les rencontres par Zoom, par vidéo, parce que votre clientèle est, comme vous dites, un petit peu partout dans le monde, hein. Vous parlez trois langues, je pense, l'espagnol, le français. L'espagnol, le français, ça, c'est deux langues vraiment maternelles et courantes. Ok. Voilà, l'italien que j'ai appris et que j'aime beaucoup, mais bon, je ne serais pas capable quand même de mener toute une discussion thérapeutique avec l'italien. Mais l'espagnol, le français, vous pouvez venir. OK. Ben, nous, en ce qui nous concerne au Québec, ce serait le français. Mais tout ça pour vous dire qu'on peut prendre rendez-vous avec Maria Dolores, puis elle regarde avec vous votre généalogie, soit par hypnose après ou par médiumnité. Vous allez trouver l'événement, la personne avec qui c'est en lien, puis bon, les actes symboliques. Tout ça pour vous dire que on peut vraiment régler des choses euh, Oui, avec oui, ça. vraiment. Et souvent, les personnes me posent la question quand elles sont loin, elles disent, mais est-ce que ça a le même impact que si vous m'hypnotisiez véritablement? Et je leur dis, bah oui, parce que depuis, ça fait 13 ans maintenant, bientôt 14, que je suis médium, et je peux mesurer l'impact réel par rapport à avant, quand je faisais sans la médiumnité. Et ben c'est le même, c'est-à-dire j'ai environ 90% de réussite. Il reste toujours une petite frange où bah, je ne peux rien faire ou pas suffisamment. Donc, dans ce cas-là, il faut envoyer à des confrères ou des consoeurs. Ça peut arriver hein, qu'on soit tenu en échec en tant que psychothérapeute. Oui, on Mais fait bon, notre... 90% de réussite, c'est pas mal non plus, quoi, C'est quand quand même. même très bien. OK. Dans les deux. Donc, il resterait peut-être un exemple avant que tranquillement on s'enligne vers la fin, puis on vous rappelle qu'il va y avoir une deuxième partie dans quelques semaines. Donc, un enfant qui perd ses parents jeunes, exemple, l'enfant je sais pas, 5, 6 ans, 7 ans, puis ses parents décèdent, un de ses deux parents, quel impact ça peut avoir sur l'enfant? Alors, moi, ce que je peux trouver, parce que c'est pas souvent le cas, mais ce que je peux trouver dans la généalogie que j'ai trouvé, c'est des histoires de malédiction. Alors, une malédiction, c'est quelque chose qui... Je me demande si on n'en a pas déjà parlé, je suis pas sûre, hein. Je pense que oui. Oui. Bon, alors, Oui. Vous aviez donné des exemples, mais ben, pouvez-vous nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est ou malédiction, c'est les mémoires de malédiction résultent de 5 événements qui ont pu avoir eu lieu dans l'arbre. Il peut y avoir eu un premier qui est un crime civil, c'est-à-dire qu'un aïeul aurait tué quelqu'un, des fois c'est en se défendant dans la rue, mais ça peut être aussi prémédité, tout dépend. En tout cas, c'est un crime civil qui a été caché par la famille. Donc, il n'y a pas eu de justice, mais la famille de la victime sait qui a tué leur rejeton, leur enfant, et va lui envoyer une malédiction pour le punir. Donc cet aïeul va mourir de sa malédiction, mais il va surtout la transmettre à toute la descendance. oui, J'y reviendrai. Après, le deuxième événement, c'est le crime de guerre. Si vous avez des aïeux qui ont fait la guerre, automatiquement, ils ont tué en tant que soldats, et ça va générer la même malédiction pour eux dans leur descendance. Le troisième cas de figure, c'est la profanation ou le pillage de tombes, ce qui se fait souvent quand il y a des invasions. Donc, pareil, même conséquence pour la descendance de ce pilleur ou ce profanateur de tombes. Pour ces trois-là, le crime civil, le crime de guerre ou le profanateur de tombes, les conséquences vont être terribles pour la descendance, c'est-à-dire qu'il va y avoir des maladies mortelles, comme les cancers, les tumeurs, le sida, les plaquettes, l'hémophilie, en fait, tout ce qui est relié aux problèmes de sang. Et les gens vont en mourir. Ils peuvent mourir jeunes d'ailleurs, hein, mais bon, ils vont mourir de ces choses-là. Ensuite, il peut y avoir des suicides, il peut y avoir des tentatives de suicide et des dépressions chroniques. Voilà. En tout oui, cas, la descendance sera très mal par rapport à ce qu'a fait cet aïeul. ok, Et ça, on le vérifie, hein, il y a des lignées comme ça entières. Et puis après, vous avez les deux derniers événements parmi les 5 qui sont l'abandon d'enfants et l'inceste, mais qui eux vont se reproduire. C'est-à-dire, eux, ils ne vont pas se générer de maladies mortelles, des dépressions et tout ça. Ils vont se reproduire. Donc, il y aura une lignée d'abandon d'enfants et il y aura une lignée d'enfants qui seront incestués.
Voilà. Donc, pour les enfants, on en revient, qui ont eu des parents qui sont morts jeunes, on retrouve des mémoires comme ça de malédiction. Alors, soit issues d'un aïeul qui a tué des gens pendant la guerre, mais qui en ont tué même avec plaisir, hein. Il y en a eu qui ont fait ça parce qu'ils étaient embrigadés, enfin bon, peu importe. Ils peuvent avoir un aïeul qui a tué quelqu'un de manière préméditée ou en se défendant. Bon, si c'est en se défendant, c'est plus léger. Si c'est vraiment prémédité, là, il faut avoir l'histoire pour comprendre pourquoi il a tué cette personne. Et comme ça, on libère le descendant d'aujourd'hui de ces histoires de parents qui meurent jeunes pour que justement lui, quand il aura des enfants, il puisse les voir grandir et voir leurs Ben oui, petits-enfants. c'est ça, là. OK, Voilà. merci de l'exemple. Puis, je veux pas oublier, parce que tous les exemples, ben, sont pas tous dans votre livre, mais il y a plusieurs exemples puis, d'explications. Là, votre livre, il y en a plus il y en a plus de disponible là, comme ça en papier, mais on peut se le procurer en numérique. Oui, les éditions Jouvence, qui sont les éditeurs du livre, ont arrêté la production papier du livre il y a déjà quelques années, mais ils le maintiennent à la vente pour tous ceux qui ont une liseuse ou qui veulent le télécharger sur leur téléphone ou leur ordinateur, donc en version numérique. Oui. Donc là, il faut aller sur le site internet de Jouvence et le commander en numérique. C'est vraiment intéressant. Puis, vous l'aviez écrit, je l'ai souvent dit, là, avec Xavier Cornette de Saint-Cyr. Hein, c'est un avocat, mais que vous aviez beaucoup aidé. Hein, vous nous aviez raconté son histoire. Oui, bah, il est un peu à l'origine du livre puisque c'était un de mes patients. Oui. Et comme je l'avais sorti de deux histoires vraiment extrêmement lourdes qui s'étaient annulées, voilà, oui, c'est Xavier. C'est lui qui m'avait dit, Maria, il faut absolument écrire un livre parce que c'est magique ce que tu as fait et ça soulage aussi mes enfants, je le vois, donc il faut écrire. Donc il a Oui, fallu quand même qu'il me convainque, mais bon, quand il m'a convaincu, on l'a écrit tous les deux. oui, ben oui, Et, ben et oui, donc, c'est bien fait. C'est vraiment bien fait. Il y a des bons exemples. Puis, donc, vous pouvez vous le procurer numérique. Donc, moi, je vais vous mettre les liens sous la vidéo. Juste vous dire que Maria Dolores, on peut la voir sur YouTube, sur la Gazette de la psychogénéalogie. Hein, vous très avez une bien. chaîne. Oui, Euh, il y a en- environ 70 vidéos, oui, il y a de quoi voir, de quoi apprendre. oui, oui, Surtout. beaucoup de choses. Ensuite, vous offrez des formations, des ateliers qu'on peut se procurer sur agoracademy.com. Oui, il y a sept formations, je crois, six ou sept, je crois que c'est sept, que j'ai écrites depuis ces 10 dernières années et que vous pouvez vous procurer sur la psychogénéalogie, la numérologie. Il y a même un maître praticien où en quatre formations, elles sont toutes appliquées à la psychogénéalogie. Vous en OK. apprenez toutes les facettes intégralement. Voilà. Et c'est en ligne, évidemment, pour Oui, permettre à tous ceux qui sont dans le monde entier de pouvoir l'acheter. C'est en oui, français. Celle de psychogénéalogie est en français, en anglais, en italien, en espagnol et en brésilien. Voilà, en 5 langues. Celle de psychogénéalogie. Les autres, non. Elles sont restées en français. Mais bon, vous pouvez déjà vous former à toutes les facettes de la psychogénéalogie. oui. Puis, on peut vous rejoindre sur Facebook, votre page à votre nom, puis sur Messenger. Hein, on peut vous envoyer un message. Puis, Bien oui, sûr, ou même par mail. Si oui, vous avez mon mail, Nancy, vous pouvez le marquer aussi. Oui. oui, je vais l'écrire. mariadolores208@gmail.com. Je vais le retrouver. OK, donc la prochaine fois, on va continuer, on va parler de l'école, les enfants soit qui ont des difficultés à l'école, qui n'ont pas eu accès à aller à l'école, hein, parce que c'est sûr que dans les générations passées, ça l'arrivait souvent. Les garçons, les filles, hein, les petites filles, étaient moins incitées à aller à l'école. On va parler de ça, on va parler ici au Québec des enfants de Duplessis. Hein, ça doit vous dire quelque chose. Puis, vous, en Espagne, il est arrivé Oui. des choses aussi hein, par rapport à ça. Dans Fait le que, même, il y a eu la même chose que les enfants de Duplessis. C'est terrible. C'est terrible, oui. Ça, et les recherches pour retrouver tous ces problèmes-là, enfin, je vous l'expliquerai à la prochaine vidéo. oui,
Daniela Fidèle. Je vous expliquerai la suite. Alors, on a vraiment décidé de faire deux parties parce qu'on voulait vraiment bien expliquer les choses aujourd'hui, puis la prochaine fois aussi, puis on le fait pour vous à la maison, puis partager. On ne sait pas, on a juste une information qui rentre dans le cerveau. On le sait, hein, comment que juste d'entendre quelque chose qui nous met la puce à l'oreille. Des fois, on a envie ça nous donne envie de lire sur le sujet ou de prendre rendez-vous. C'est vraiment intéressant d'écouter puis de partager si le sujet vous intéresse. Fait que nous, dans le fond, on va se revoir environ au mois de mai, Oui, puis on va continuer de vous parler de ça. Fait que le mois merci beaucoup, prochain. Marielle. Pardon? Je vous disais, c'est le mois prochain, ça va arriver vite. Ah oui, ben, c'est vrai. C'est vrai. On dirait que c'était loin, mais c'est vrai que c'est le mois prochain. Oh non, Fait que non, merci beaucoup du temps que vous nous accordez. je vous en Hein, c'est prie. vraiment Bon très pour moi. apprécié. Puis salutations à tout le monde. On se revoit bientôt. Puis encore merci, Maria, pour ces précieuses informations que vous nous donnez. Je vous en prie, je les partage toujours avec plaisir dans votre chaîne parce que le Québec, c'est resté dans mon cœur depuis que j'y suis allée pour y faire des conférences, Oui. des stages et d'autres. J'ai vraiment découvert un pays extrêmement chaleureux, des gens très accueillants et voilà quoi. J'aimerais Mm. bien y retourner, on verra quand. Ben oui. Oui, il y a beaucoup de monde qui vous suivent au Québec aussi. On- Oui, vous avez des clients du Québec, du Canada. j'ai formé aussi des personnes en Oui, ligne oui. justement Mm. au Québec. Oui, bien sûr, je suis toujours en relation. Donc Oui. c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver toujours. Nancy. Oui. OK, donc on se dit à bientôt tout le monde. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye. Bientôt. Bye.